Beaucoup de personnes voient la méditation comme un état dans lequel on se met, où il n'y a plus de pensée, où il n'y a plus rien, et dans lequel l'esprit est complètement calme. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de 12 ans qui a évolué, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, on adore apprendre et tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas simplement installer un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de la méditation. Pourquoi ça marche, comment commencer, avoir un peu des avis de Léana qui est experte là-dedans. Merci de nous écouter, vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! La méditation. En plus, tu ne savais pas qu'on allait parler de ça. Non, c'était la surprise. J'étais là, on parle de quoi aujourd'hui? On essaie de rendre ces podcasts le plus vivant possible. Dans ce cas-là, le sujet n'était pas du tout préparé, mais tu connais assez bien le sujet pour pouvoir nous en parler. Du coup, ce que je te propose, c'est que, donc, je l'ai dit dans l'intro, mais tu es experte en méditation. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Explique-moi en fait pourquoi je te donne ce titre. Oui, c'est ça. Déjà, je pense pas vraiment qu'on puisse être expert en méditation, mais je pense que ça a du sens, comment tu l'as dit, simplement pour présenter un peu qu'est-ce que je fais. Donc, en fait, j'ai fait un papier universitaire sur le sujet, sur l'utilisation de la pleine conscience comme outil thérapeutique. Et donc, ça fait que j'ai pas mal expérimenté, utilisé, et que j'utilise encore dans ma pratique professionnelle, la pleine conscience pour aider dans sa santé mentale. Ok. Et donc, la pleine conscience et la méditation, c'est quoi la pleine conscience et de la méditation? Mais la méditation n'est pas forcément de la pleine conscience. Oui, c'est ça. Déjà, oui, on peut commencer par qu'est-ce que c'est si on commence par la pleine conscience. Peut-être parce que c'est pas forcément de la méditation, mais ça comprend aussi de la méditation. Et après, on pourra partir un peu plus sur ce que c'est la méditation. La pleine conscience, c'est le fait de porter son attention sur un objet donné avec intention et sans jugement. Et c'est forcément un objet? Alors, quand on dit objet, ça ne veut pas forcément dire un objet physique, comme une pierre ou une bouteille ou quoi que ce soit. Un objet, c'est quelque chose sur lequel on peut porter son attention. Souvent, en pleine conscience et même dans la méditation en général, on porte notre attention, par exemple, sur les sensations de la respiration ou bien sur le corps. Il y a dans d'autres types de méditation où on porte son attention sur la flamme d'une bougie, par exemple. Okay. Donc c'est ça, un objet, c'est quelque chose sur lequel on peut mettre notre attention. Et après, il y a ce concept d'intentionnel. Donc, c'est pas parce que notre attention, elle se pose de toute façon sur des choses. On n'arrête pas de tout d'un coup, là, je regardais la fleur qu'il y a devant moi, donc mon attention, elle est là-dessus. Après, je la reporte sur toi. Après, elle repart sur une pensée que j'ai à ce moment-là. Parce que les pensées, c'est aussi typiquement des objets d'attention. Et donc, il y a ce concept d'intentionnel, on va venir se dire, OK, alors maintenant, je porte mon attention sur ma respiration. Donc, il y a une intention. Et ensuite, il y a cette idée de non-jugement, donc qu'on va venir voir ce qui est là et on ne va pas se dire c'est bien, c'est pas bien. On va simplement voir comment c'est. Donc, est-ce que je respire lentement, est-ce que je respire vite, comment est la respiration? Et simplement observer sans juger et ressentir ce qui est présent. Ok, donc ça, c'est la pleine conscience. Ça, c'est la pleine conscience. Et la pleine conscience, ça peut se faire de façon formelle et c'est là où on arrive avec la méditation. Parce que quand on fait de la pleine conscience de façon formelle, ça veut dire qu'on va prendre un moment pour s'asseoir, se coucher, ou même marcher, mais décider d'un moment où on va entraîner en quelque sorte cette attention sur un objet. Et ça, on pourrait même dire, la définition en soi de la méditation. Ok, et donc le but, c'est de pouvoir le faire de façon informelle? Alors, c'est une bonne question. En soi, chacun peut avoir un but différent, mais ça peut être un des buts de pouvoir le faire de façon informelle. Qu'est-ce que c'est le faire de façon informelle? En pleine conscience, ça veut dire, par exemple, là, je suis de façon informelle en pleine conscience, c'est-à-dire que toute mon attention est présente à cette conversation. Je ne suis pas en train de penser à autre chose en même temps, je ne suis pas en train de penser déjà à ce que je vais dire plus tard ou à ce que j'ai dit avant, je suis vraiment dans le moment présent. Et ça, c'est une pratique informelle, si on veut de la pleine conscience, c'est avoir son attention
dans les différentes activités du quotidien dans le moment. Ça peut être en se brossant les dents, ça peut être manger en pleine conscience, ça peut être marcher en pleine conscience, ça peut être, dormir en pleine conscience, mais quand on Donc, dort, par on dort. exemple, cuisiner en regardant TikTok et en même temps écouter un podcast et puis faire des squats, c'est pas de la pleine conscience. Alors, Mais si sur tous, si sur tous, t'es complètement présent, là, ça pourrait être de la pleine conscience, mais c'est juste impossible. ouais, on peut pas multitasker la pleine conscience. Non, on peut pas multitasker Ok, la pleine super. conscience. Donc, je te pose ces questions parce que la méditation, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient « Ah, mais c'est pas pour moi » ou simplement, ça a l'air... En tout cas, moi, j'avais l'impression que c'était très spirituel. Et en réalité, maintenant que je le fais depuis un petit moment, je remarque que c'est pas plus différent que, je l'ai dit avant, faire des squats ou faire de l'exercice physique, mais c'est juste pour le mental. Et qu'en fait, c'est quelque part hyper cartésien. Et même si je pouvais... Je l'ai dit par rapport à comment je le vois moi, puis comment j'ai pu entendre des gens en parler... Avant, je le voyais un peu comme une espèce de prière, mais des temps modernes, tu vois, où il n'y a pas forcément un dieu ou une entité, mais un peu comme une espèce de prière, où c'est quelque chose qui n'est quelque part pas palpable. Et en tout cas, plus en le faisant maintenant dans le sujet de la pleine conscience, parce qu'après, on va regarder qu'il y a un peu d'autres types de méditation qui rejoignent plus ce que je viens de te dire, où effectivement, c'est un truc qui est assez précis, quoi. C'est, comme tu l'as dit, j'observe quelque chose et je me concentre uniquement sur cette chose, mais sans jugement, enfin, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé déjà du fait que la méditation, ça paraît spirituel. Et comme tu l'as aussi dit, ça l'est. Pour beaucoup de méditants et de façons de méditer, ça fait partie aussi parfois d'un type de religion ou en tout cas d'un type de spiritualité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont pas tellement pour ou sont pas forcément très contents que la méditation se démocratise et sorte de ce cercle spirituel et religieux. Parce que pour eux, ça vient changer un peu l'essence de ce que c'est. Mais la pleine conscience, en soi, c'est ça. C'est un médecin, c'est Jon Kabat-Zinn, qui, lui, avait une pratique de méditation et de yoga depuis des années, plus dans ce côté aussi lié à sa spiritualité, et qui l'a étudié et a amené des données concrètes qui sont partagées ensuite, qui ont pu être partagées avec les personnes. Et cette façon-là de méditer, effectivement, elle est éloignée de ce côté spirituel et on n'a pas besoin d'être spirituel, on n'a plus besoin de faire partie d'une certaine religion pour méditer. Et même, on peut faire partie de n'importe quelle religion, respecter sa religion et quand même faire de la pleine conscience. Ouais. Et ça, du coup, ça, c'était une première chose, pardon. Vas-y, vas-y. Une première chose que tu as évoquée. Et la deuxième chose, tu disais au début, beaucoup de personnes disent la méditation, c'est pas fait pour moi. C'est un peu comme dire j'aime pas le tofu. dans le sens que... bon, ça, c'est peut-être pas le bon exemple parce que plein de gens vont me dire non, effectivement, j'aime pas le tofu. Mais le tofu, ça peut être cuisiné de tellement de façons différentes que tu peux pas dire j'aime pas le tofu. Ça peut avoir plein de textures, plein de choses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme dire le sport, c'est pas pour moi. Quelque part, oui et non, en fait. Ça fait partie de nous, en fait. Ouais, parce que qu'est-ce que c'est le sport ? C'est bouger. C'est bouger, ouais. Et quelqu'un qui te dit, moi, j'aime pas le sport, c'est pas quelque chose pour moi, c'est soit quelqu'un qui ment quelque part un minimum, je pense. Et que même, on rentre dans un sujet qui est quand même vachement tendancieux, mais c'est sûr que si tu es sur une chaise roulante et puis que tu dis que le sport c'est pas pour toi, ok. Mais et pourtant forcément. non, en fait, Ouais. pourtant non. J'ai un peu ce principe de on n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée, on n'est pas fait pour être assis sur un canapé toute la journée, on est fait quand même principalement pour marcher. Et c'est comme ça c'est pour ce pourquoi on est fait, en fait. Homo sapiens, c'est ce qu'on est nous. Et donc, quelque part, non, on est fait pour, à un certain point, faire du sport. De nouveau, on s'entend. Hein, exactement, avoir une activité physique. Et souvent, Exact. quelqu'un qui dit le sport, c'est pas fait pour moi, c'est peut-être qu'il n'a pas trouvé le sport qui était fait pour lui ou la manière de bouger qui est fait pour lui. Ou qu'il a été dégoûté. Ou qu'il a été dégoûté, oui. Et là, on parle typiquement des ancrages, je pense, qui est aussi un super sujet à développer. Mais on peut avoir une espèce de rejet à quelque chose parce qu'il y a eu un prof de gym complètement atroce ou qu'on n'était pas à l'aise petit. Puis que, moi, je me souviens, la gym, ça n'a pas été cool pour moi parce que
j'ai un petit problème au genou qui fait que j'ai une démarche quand je cours un peu. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, était plutôt drôle. Mhm. Et je me souviens des cours de tennis, mais j'avais l'impression d'être un débile, en fait. Mhm, mhm. Et heureusement, j'ai réussi à faire en sorte que ça ne m'affecte pas trop, mais ça aurait pu être quelque chose qui me dit « Ah non, le sport, en fait, je déteste, parce que j'ai une mauvaise expérience. » Mais bref, pour revenir à la méditation, donc tu disais qu'il y a la pleine conscience, qui est celle qui est quelque part le plus démocratisée, en tout cas en Occident. Si Oui, je me trompe, on ouais. pourrait dire ça, ouais. Et du coup, il y a plein d'autres types de méditation. Mhm. Je sais qu'il y a la transcendantale. Il y a le zazen, il y a différentes méditations aussi dans le bouddhisme, dans le taoïsme, il y a plein de différents types Mais de toi, tu es méditation. spécialisé du coup dans la pleine conscience. Moi, ce que je pratique le plus, c'est la pleine conscience, même si j'ai testé aussi la méditation transcendantale. Et mon autre question, du coup, maintenant qu'on a compris ce que c'était la méditation, mais surtout la pleine conscience, parce que le reste, on va pas... Nouveau, l'idée, c'est quand même de faire entre 20 et 30 minutes de podcast, du coup. Mhm. Voilà. Pourquoi ça marche ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi la méditation, et plus spécialement la pleine conscience, pourquoi il faudrait qu'on le fasse tous ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Mhm. La pleine conscience, ça a un impact sur plein d'éléments. Déjà, une des premières choses, c'est qu'en s'entraînant à être plus présent à ce qui a lieu maintenant, bah forcément, ça fait que si on regarde juste cet instant-là, en général, il est OK. Si on pense à « oui, mais après, j'aurai un rendez-vous, et puis j'aurai ça, et puis il faut encore que je passe l'aspirateur, et puis il faut encore que je fasse ci et ça. » Je vais encore rater le bus, c'est sûr, parce que je rate tout le temps le bus. Exactement, Ouais. bah là, on crée du stress, des choses qui sont même pas encore arrivées et qui peut-être n'arriveront pas. Si ça se trouve, on sort devant notre porte et puis on se fait shooter, et puis c'est fini. Enfin, c'est un peu négatif, mais on peut aussi sortir et puis tout se passe bien. Mhm. Donc, souvent, on se met des stress sur des choses qui n'existent pas, sur des pensées, des choses dans le futur ou des choses qui se sont passées dans le passé aussi. Où on rumine, on se dit « Ah, mais si seulement j'avais fait ça comme ça » ou ah, « À cause de ce qui m'est arrivé là, maintenant je souffre ». Donc, on se crée en fait de la souffrance, alors que si on revient vraiment dans cet instant, on voit que en général, c'est OK. Peut-être qu'on a une petite douleur à un endroit, peut-être qu'on a une petite sensation pas très agréable dans le ventre, mais en soi, c'est OK. Ça, c'est un des premiers éléments. Et un deuxième élément, c'est qu'en s'entraînant, en méditant, alors d'une part, on arrive à être plus présent et du coup, en soi, l'impact, un peu l'effet secondaire, on va dire, d'être plus présent, c'est moins de stress, moins d'anxiété. Et du coup, ça a plein d'effets comme ça physiologiques, un meilleur sommeil, une meilleure santé cardiovasculaire. Enfin, vraiment, là, je les ai même plus tous en tête, mais ça a un effet sur notre physiologie qui va venir calmer notre système nerveux et qui fait qu'on est en meilleure santé. Si on peut le comparer, moi je le vois assez comme ça. Ce qui m'a aidé vraiment à concevoir la méditation comme quelque chose d'important, c'était de le mettre au même niveau que ma santé physique. Ouais. Et en général, la santé mentale au même niveau que la santé physique. Tout à fait. C'est-à-dire que... Et c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus démocratisé, parce qu'on se rend compte que à quel point c'est important. C'est presque plus important que la santé physique à un certain stade. Mais moi, je le vois comme tu le dis là, c'est comme se dire, OK, moi, mon objectif, c'est de pouvoir faire une randonnée de 6 heures. On sait que si on le fait juste, ou peut-être un marathon, mais prenons un marathon. Si on ne s'entraîne pas à côté à faire des exercices pour se construire un physique plus solide, etc., bah, on sait que le marathon, on va le faire à un certain stade, puis tout d'un coup, on va lâcher, en fait. Et le but est du coup de s'entraîner tous les jours pour arriver à faire le marathon d'une traite sans être bloqué par quelque chose. Et comme je vois là, la méditation remplace cette idée d'exercice pour que notre journée, si tout d'un coup, comme tu l'as dit, on stresse ou tout d'un coup on s'imagine que la personne qui a dit juste un mot, en réalité, dans notre tête, tout d'un coup on est en train de se dire « Ouais, mais en fait, elle a dit ça parce qu'elle voulait dire ça, etc. » Puis en fait, elle est contre moi, elle me déteste. De tout d'un coup avoir ce recul, dire en fait, ça c'est ma tête qui est en train de réfléchir, mais c'est réellement, il se passe pas tout ça. Et de développer, en fait, en ayant cette pratique, cet entraînement, de pouvoir se dire stop, je comprends, je peux me dissocier de l'esprit en fait qui est en train de s'agiter
Ça permet vraiment de voir ces mouvements de l'esprit qui partent dans tous les sens, et du moment que tu peux le voir, tu peux aussi le canaliser et avoir un impact dessus. Si tu vois pas que tu pars dans tous les sens, tu peux rien faire. Ouais, puis ça peut être sur plein d'émotions. Là, on l'a parlé sur un côté stress, mais aussi l'énervement, la colère, les choses où on se dit ouh, ça m'énerve. Non, ouh, ça m'énerve. Ok, j'ai noté que ça m'énerve. J'ai noté que ça m'énerve, mais je peux avoir tout d'un coup un recul et puis me dissocier de ça, puis tout d'un coup me dire est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve ? Et franchement, et c'est d'ailleurs un truc qu'on fait souvent ensemble, c'est on prend 5 minutes pour s'engueuler, puis tout d'un coup de le dire, bien, on a prévu de s'engueuler maintenant, fait qu'on se rend compte en fait quelque part de la bêtise de si on se laissait emporter. Et de pouvoir le canaliser jusqu'avant, parce que la colère, du moment qu'on est parti dedans, c'est difficile de et les émotions en général, on peut les canaliser avant, mais si on est dedans, si on est en train de pleurer parce qu'il y a un truc qui est joyeux ou triste, on ne peut pas s'arrêter au milieu de l'émotion et dire ok, maintenant j'arrête de pleurer, je me dis ceci, puis ça va bien. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on peut canaliser, mais canaliser, ça ne veut pas dire réprimer. Beaucoup de personnes pensent que ok, mais quand j'ai une émotion que je ne veux pas avoir, il faut que j'essaye de la repousser. Par exemple, si je sens de la colère, de la tristesse, du stress, je vais me dire « Ouh non, surtout pas, je veux pas ça ». Alors que c'est le contraire qu'on veut. Pour canaliser une émotion, surtout si elle est difficile ou assez intense, en fait, il faut l'accueillir. Donc, il faut la voir, la laisser venir, et on se rend compte que si tout d'un coup, je me tourne vers cette colère qui est en moi, que je l'observe, en fait, c'est une petite chose. C'est une sensation dans le ventre ou dans la gorge. C'est une sensation de chaleur dans les joues. Et c'est des petites choses comme ça, et ce qui fait qu'il y a de la place pour autre chose, qui fait que je peux être en colère, mais je peux aussi ressentir qu'en même temps, je suis quand même assez détendue, et ça permet de ne pas être dans des extrêmes et de ne pas exploser. Du coup, on a vu que ça servait à pas mal de choses. J'espère que ça vous a convaincu. Mais maintenant, l'autre question, c'est comment on commence ? Comment on s'y met à la méditation ? Et pour moi, on revient sur cette question de la méditation, c'est pas fait pour moi, parce que la méditation, quand on dit c'est pas fait pour moi, ça veut dire qu'on s'attend à devoir arriver à faire quelque chose. Alors qu'il n'y a pas de but à atteindre en méditation, on n'essaie pas d'atteindre quelque chose en particulier. Beaucoup de personnes voient la méditation comme un état dans lequel on se met, où il n'y a plus de pensée, où il n'y a plus rien, et dans lequel l'esprit est complètement calme. Alors ça, effectivement, c'est avec des années et des années d'expérience. Moi, j'ai encore pas expérimenté ça. Il y a des personnes qui arrivent à atteindre cet état, mais qui pour moi n'est pas de la méditation, mais presque plus un état d'éveil au final que de la méditation. Donc je pense déjà, pour commencer à méditer, il faut se départir de ça et dire j'atteins pas de but. Mon but, ça va pas être d'être assis et d'avoir zéro pensée, parce que ça, c'est impossible. Il y a une citation qui dit qu'on peut arrêter de respirer plus longtemps qu'on peut arrêter de penser. Donc ça, déjà, s'enlever de cette idée que... s'enlever cette idée qu'il y a un but à atteindre, que j'ai médité si j'ai réussi à ne pas avoir de pensée. La méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est entraîner son esprit à poser son attention et l'entraîner à se calmer. Il va pas être calme tout le temps. Même des fois, quand on commence à méditer, les premières fois, on est là, j'ai pas eu trop de pensées. Mais en fait, c'est pas qu'on a eu peu de pensées, c'est simplement qu'on n'est pas encore habitué à les voir. Et plus on médite, plus on a l'impression d'en avoir, parce qu'en fait, on les voit mieux. Donc, voilà, déjà, prendre ça en compte, qu'il n'y a pas de but à atteindre, il n'y a pas de zéro pensée à atteindre, mais c'est simplement de prendre un moment. Donc, tu disais comment commencer. À mon avis, c'est réserver un temps dans sa journée. Ça peut être n'importe quand. Je remarque souvent que le matin ou le soir, c'est assez propice, parce que le matin, l'esprit, il est encore assez frais, le corps un peu moins. Bon, le matin, il y a le risque de se rendormir aussi. Et le soir aussi, ça permet d'évacuer un peu tout ce qui est resté de la journée. Donc, je dirais, premièrement, enlever les attentes qu'on a sur la méditation et de s'imaginer qu'on doit atteindre quelque chose. Deuxièmement, réserver un moment et commencer par des courtes méditations, je dirais. Tu dirais combien de temps ? Je dirais pour pouvoir le faire régulièrement, parce que ça, à mon avis, c'est quelque chose d'important. Comme un entraînement physique, un entraînement, ça doit se faire régulièrement. Donc, je dirais 10 minutes déjà, ça peut être un début. Et après, si de temps en temps, on arrive à mettre une fois par semaine une méditation plus longue, entre 30 et 45 minutes, je sais que ça peut faire peur, mais ça peut être vraiment très bénéfique.
J'aurais tendance à dire, là tu dis 10 minutes, pour quelqu'un qui a vraiment jamais fait, j'irais même sur 5. Ah oui. Ouais, parce que quelque part là on parle d'habitude. Et Mon ça se domaine. construit. Et 10 minutes, je trouve, pour quelqu'un qui est de base pas du tout Habitué. Comment dire, tout ce qui est exercice physique, je suis le premier à dire allez je pousse, j'y vais. Mais le fait de me poser et puis d'avoir l'image de penser à rien, comme tu l'as bien démontré, c'est pas ça, mais c'est quelque chose où c'est plus difficile pour moi. Et je sais que la méditation, quand j'ai commencé avec le 10 minutes, je pouvais être impatient trop vite et du coup avoir ce truc que la méditation en fait ça me gonfle, de me forcer à le faire. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de se forcer à méditer, du coup parce que ça va à l'encontre de tout ce que tu as expliqué. Et de commencer avec 5 minutes au point où même ça nous a semblé trop court, je trouve que ça éveille une sorte de motivation à vouloir le refaire la prochaine fois. Ouais. Et de peut-être commencer 1-2 semaines avec 5 minutes et après 10. Mais là, on parle, parce que, ok, on parle d'un temps, mais réellement, parce qu'il y a des applications comme Headspace. Oui, exactement. Comme, ça, c'était le troisième élément, c'était de dire comment faire concrètement. Une fois qu'on a réservé le temps, qu'on a enlevé les attentes, effectivement, comme tu dis, il y a beaucoup d'applications qui existent maintenant. Et ça, je pense que pour débuter, c'est un bon moyen d'entrer dedans, de prendre une de ces applications. Comme tu disais, il y a Headspace, il y a Insight Timer, il y a l'application Calm, il y a Petit Bambou. Dans ces différentes applications, il y a des programmes, des méditations guidées pour méditer. Parce qu'après, dans un deuxième temps, on peut même méditer sans guidance, on va dire, sans qu'il y ait qui que ce soit qui nous dise ce qu'on doit faire. Mais pour commencer, je pense que la méditation guidée, c'est un bon début. Donc, il y a ces applications ou simplement aussi, si vous mettez sur YouTube méditation guidée, pleine conscience, 5 minutes, on trouve aussi... Ça... on sort un peu, mais c'est vrai que j'en ai essayé pas mal. Celle que j'ai adorée, c'était Headspace, parce que je trouve la voix relativement neutre. Pour en avoir fait 2-3 sur Spotify, enfin 2-3 quand même, beaucoup plus, mais sur Spotify ou YouTube, il y a des tons de voix un peu trop... Et maintenant, vous fermez les yeux. Un peu trop New Age. Et moi, ça me sort. Ce que j'avais bien aimé chez Headspace... elle parle avec un ton normal. Elle parle avec un ton neutre. Elle est assez directive sans être autoritaire, mais elle n'est pas non plus dans le « c'est vous, tout ce moment est pour vous ». Tu sais, avec cette espèce de ton, c'est factuel. Et en tout cas, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que j'ai pas l'impression que je suis un truc, justement, comme on a dit, un peu mystique. Alors, je suis pas contre, hein, mais... mais chacun a des sensibilités différentes. Moi, j'aime un peu moins Headspace que toi. Je sais que en ce moment, on le fait ensemble, mais moi, ça me parle un peu moins parce que pour moi, il y a quand même une partie spirituelle dans la méditation que je trouve pas dans Headspace. C'est drôle. Mais pour ça que voilà, il y a ces différentes applications, il faut tester et trouver ce qui nous convient. J'avais entendu et je l'avais expérimenté. C'était un gars qui disait ok, la méditation, vous pouvez suivre une guidance, etc. Mais ça peut être juste du silence. Oui. Et de tout d'un coup, se mettre dans une pièce où il n'y a pas de distraction, y rester pendant 1 heure. Puis regarder ce qui se passe. Et avec aucun moment se dire je ne pense pas, mais pendant cette heure, essayer de se concentrer un maximum sur sa respiration. Et comme tu l'as dit au tout début du podcast, observer ce qui se passe. Ouais, rien faire en soi. Simplement être. En soi, la méditation, si on pouvait le définir en un mot, c'est être. Ouais, c'est ça. On arrête de faire et on est simplement. Et c'est vrai, pour le coup, donc ça fait un moment que je médite, mais ça a toujours été un peu en dents de scie. Et là, grâce à Headspace, alors je fais pas la pub de Headspace, mais profitez, c'est pas si... Non, mais là, je suis du coup assez rigoureux depuis 2 mois maintenant, où je fais vraiment 3 fois par jour. Et je sens vraiment que typiquement dans ma façon de travailler aussi, je suis beaucoup moins dans l'urgence de vouloir faire les choses vite. Je commence à avoir des protocoles qui se mettent naturellement en place. Je m'énerve moins vite. J'ai une personnalité qui a plus facilement de la colère que de la tristesse. Et ouais, il y a vraiment plein de choses mais comme tu l'as dit, c'est jour après jour, et puis tout d'un coup, on se rend compte, ah tiens. Ouais, au début, on dirait qu'il se passe rien. Ça me rend fou, et là, je suis calme. On a l'impression qu'il se passe rien. On se dit, non, mais ça sert à quoi j'ai passé mes 5-10 minutes assis à avoir plein de pensées, je vois pas trop à quoi ça sert. Et tout d'un coup, on se rend compte que, ah ouais, mais en fait, ça a des impacts dans mon quotidien. Mais c'est pas
de nouveau, en tout cas moi c'est comme ça que je le voyais avant, j'imaginais vraiment comme un truc où on a la lumière et puis c'est bon, on est éveillé. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment pas plus différent que faire un exercice physique tous les jours. Puis gentiment, on se construit, tant qu'on dit, ah tiens, maintenant je peux monter les marches du métro de l'arrêt de Ours sans être fatigué, sans être essoufflé. Ouais, pour ceux qui ont la référence. C'est beaucoup de marches. Mais voilà, donc on va pas faire beaucoup plus long. Je pense J'ai juste un livre dont j'aimerais parler aussi, que je trouve qui est super pour débuter. C'est le premier livre d'ailleurs que j'ai acheté sur la pleine conscience avant de faire tous les cours. C'est le livre de Christophe. Oui, je vois bien. Donc, christophe.com. Le livre de Christophe André, qui est d'ailleurs une référence en la matière. Méditer jour après jour, qui contient aussi des audios pour méditer. Donc, lui, c'est une bonne référence. Et sinon, tous les ouvrages de Jon Kabat-Zinn aussi, qui est une des références dans le domaine aussi. J'avais vu sa masterclass sur le site masterclass.com, dont je suis un fan absolu, où il y a justement 3 heures où il explique la pleine conscience. Et il y a plein de enfin on voit que c'est lui qui a vraiment mis en avant ça, et il y a des concepts, des idées. Il y en a un qui, je pense, peut vraiment aider, je le trouve incroyable, on va peut-être finir là-dessus. Il dit notre esprit, c'est comme la mer, et il y a des fois, c'est la tempête, il y a des vagues dans tous les sens, et il y a des fois il fait beau, et puis c'est miroir. Mais quand c'est la tempête, 10 mètres en dessous, 20 mètres au-dessous, c'est la même chose que quand il fait beau. Et qu'en fait, plus on va profond dans l'eau, plus en fait elle est toujours la même. Et notre esprit, c'est un peu la même chose. En surface, oui, il y a des jours où on est agité, il y a des jours où ça part un peu dans tous les sens, mais si on se concentre à essayer d'aller plus profond, en fait c'est calme. Et je trouvais ça hyper beau, hyper serein. Et il y a aussi, quand on parlait, une espèce d'acceptance que, il y a des fois il fait beau, puis il y a des fois il fait moche. Puis c'est comme ça. Et il y a un cycle. Et ça revient sur cette idée de dire non, je me mets pas en colère. Non, je suis pas triste. Non, ça m'affecte pas. Ou non, en fait, c'est normal d'avoir des émotions. Ton corps veut te dire quelque chose et on l'accepte, mais au lieu de foncer dedans, on a une espèce de petit recul à se dire j'observe que je m'énerve, j'observe que je suis triste, j'observe que je suis un peu agité en ce moment. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à compléter. Moi, je trouve que c'est magnifique. Voilà, c'est donc bien de finir là-dessus. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusque-là, si vous êtes toujours là. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, on vous mettra... Je me demande, est-ce qu'on peut leur mettre quelques petits liens et des choses comme ça? Parce que je pensais aussi au programme MBSR, qui est un bon programme aussi d'entrée. Sur le site vivre-mieux.ch, vous avez la section podcast, où vous trouverez cet épisode, le 3e, sur la méditation. Et dedans, vous aurez en fait toutes les références qu'on a pu mettre, que ce soit Christophe André et Jon Kabat-Zinn, comme tu l'as dit. MBSR. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.